à toutes et à tous, lors de l'information, bienvenue dans la grande édition de la 7, dont voici les titres. Nous nous intéresserons à l'adoption par les députés hier jeudi de la loi validant la ratification de l'accord de coopération monétaire entre les gouvernements des États membres de l'UMOA. Dans l'actualité également, nous parlerons de l'amélioration par le pays de l'accès des enfants aux services et à la justice. À suivre dans ce journal. Hors de nos frontières, mauvaise nouvelle pour Laurent Gbagbo. Le recours introduit par l'ancien président de la Côte d'Ivoire pour être candidat aux prochaines élections présidentielles a été rejeté par la commission électorale indépendante. Les précisions dans quelques poignées de secondes. Et puis l'esclavage est sujet de débat en Californie au sein d'un groupe d'experts. Ils prônent des indemnisations à l'endroit des Californiens descendants d'esclaves afro-américains pour dommages subis. Voici l'essentiel de l'actualité de ce soir. Place au développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier jeudi, les députés ont eu à adopter la loi validant la ratification de l'accord de coopération monétaire entre les gouvernements des États membres de l'UMOA. Ceci est un passage stratégique vers la réalisation du projet de la monnaie unique des États de la CEDEAO ECO. Retrouvez les précisions dans cet élément. Ce jeudi 29 juin 2023, la loi approuvant la ratification de l'accord de coopération monétaire entre les gouvernements des États membres de l'UMOA et du gouvernement français a été adoptée par les députés togolais. Cette adoption de loi, de façon générale, s'aligne derrière les conventions sur l'introduction de l'ECO, la nouvelle monnaie commune de ces États. De façon particulière, elle représente une manière au Togo de signaler aux autres pays de l'espace sa disposition en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'accord relatif à la mise en place de la monnaie. Au travers donc de celle-ci, de principaux changements vont intervenir. Dans un premier temps, l'arrêt de la centralisation des réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération et le transfert à la BCEAO des ressources disponibles dans le compte. Dans un second temps, le retrait des représentants français opérant dans les organes de décision et de gestion de l'UMOA. Ces nouvelles exigences vont dans l'avantage des pays membres de la CEDEAO. L'intérêt pour leurs populations respectives, c'est qu'elles auront des devises propres à leur pays, devises qu'elles maîtriseront entièrement et seront soulagées de la dépendance économique extérieure. Par ailleurs, les États membres de la CEDEAO, pour la mise en place de l'ECO, la nouvelle monnaie en question, ont élaboré une feuille de route qu'ils observent. Comme d'autres pays africains, le Togo veut améliorer l'accès des enfants aux services et à la justice. Pour ce faire, ces derniers doivent disposer d'une identité légale et être enregistrés dès la naissance. Faisons le point avec Aaron Vincent-Atto. Dans le cadre du programme d'appui au secteur de la justice, le Togo collabore avec l'UNICEF, la délégation de l'Union européenne et la société civile dans le but d'améliorer l'accès des enfants à la justice pour la réinsertion sociale des enfants victimes, témoins et auteurs de violences. Cependant, afin que ce programme ne puisse s'exécuter, il est nécessaire pour l'enfant de posséder une identité juridique. Dans cette optique, le Togo doit atteindre les idéaux de l'agenda pour l'Afrique 2063 et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant grâce à la sécurisation, la protection et la promotion des droits de l'enfant et aux campagnes d'enregistrement des naissances. La numérisation de l'enregistrement des naissances a en effet permis des avancées non négligeables dans certains pays d'Afrique. En Namibie, comme au Ghana, cet enregistrement concerne 80% des naissances. Au Togo, ce pourcentage s'élève à 79,2% pour les enfants avant leur premier anniversaire. De même, 82,9% des enfants de moins de 5 ans ont un acte de naissance. Dans 13 des 44 districts du pays, les services de santé et d'état civil permettent déjà à chaque enfant naissant dans un centre de santé d'être enregistré dans les délais légaux. Certaines campagnes de vaccination comme les journées de santé de l'enfant ont permis la recherche et le référencement d'enfants non enregistrés. Même si des progrès sont constatés, la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre souligne qu'il faut que les pays prennent des mesures plus ambitieuses s'ils veulent atteindre la couverture universelle à l'horizon 2030. Quand on sait qu'au Togo, les filles restent les plus touchées par le phénomène de non-enregistrement, les mesures doivent permettre de renforcer le système.
Rompons avec la société pour nous intéresser à l'actualité médiatique. Le journaliste togolais Ferdinand Haïté a été sélectionné pour recevoir une distinction pour le travail, le courage qu'il a eu à faire dans le combat contre la corruption, l'abus et les actes répréhensibles. Il est à la tête de 3 autres journalistes de nationalités diverses. Une initiative du Comité pour la protection des journalistes. Les attaques contre la presse sont de plus en plus fréquentes, mais les journalistes continuent de redoubler d'efforts pour couvrir les questions essentielles qui nous donnent les moyens d'agir. Fin de citation. C'est en ces termes que le Comité pour la protection des journalistes qualifie le travail que fait la presse dans le monde et sous diverses contraintes. Pour cette année 2023, 4 journalistes se sont fait distinguer à travers le travail pour dénoncer la corruption, les abus et les actes répréhensibles, malgré les efforts considérables déployés par les gouvernements pour les réduire au silence. Ainsi, le comité a décidé de récompenser les 4 journalistes avec le prix international de la liberté de la presse 2023. Sont sélectionnés M. Ferdinand Messin Haïté, directeur de publication de l'Alternative, aujourd'hui suspendu. À ses côtés, on retrouve l'indienne Shaina Kapouin-Nafeeza, rédactrice en chef de Outlook Magazine, du géorgien Nika Gvaramia, fondateur et directeur de la chaîne Mtavari Arki, puis de la mexicaine Maria Teresa Montaño, fondatrice et rédactrice en chef de The Observer. M. Ferdinand Haïté s'est fait distinguer par ses reportages sur la corruption présumée du régime en place. Face aux menaces et au harcèlement juridique constant, il a dû fuir le pays en mars 2023, quelques jours avant d'être condamné à 3 ans de prison pour outrage à l'autorité et à la propagation de fausses informations. Améliorer les données de la sécurité routière, digitaliser la collecte des données sur le terrain, géolocaliser les accidents pour une meilleure intervention, mais également pour mieux prendre en charge les victimes. Plusieurs questions ont fait objet de réflexion à l'occasion de la célébration différée de la journée ouest-africaine de la sécurité routière. Promis Komegbe, reportage avec les commentaires de Nadéja Khlidja. L'analyse des données relatives aux accidents de circulation ces 5 dernières années révèle une augmentation moyenne annuelle de 8% des cas, avec 4% du nombre de décès et 6% du nombre de blessés. Entre 2018 et 2022, 44 389 véhicules ont été impliqués dans les accidents, dont 63% de motos, 29% de véhicules légers et 8% de poids lourds. La commémoration en différé de la journée ouest-africaine de la sécurité routière a été au Togo une occasion de réflexion sur la mise en place d'un système d'information sur les accidents de circulation pour une meilleure gestion, mais également de sensibilisation et de visite de soutien aux victimes d'accidents. Sous le thème « Améliorer les données de la sécurité routière en appel à l'action », il était question pour la réflexion d'analyser la réglementation, le système actuel de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des informations, de recours et de prise en charge des victimes afin de proposer un système plus adéquat. L'objectif reste celui de mettre en place des mesures préventives et poursuivre la sensibilisation ciblée en collaboration avec les autorités, les forces de l'ordre et les experts en sécurité routière. Améliorer la gouvernance de la sécurité routière demande une connaissance claire des réalités du terrain, raison pour laquelle il faut agir ensemble, mais aussi passer à la digitalisation du système de sécurité routière pour une meilleure gestion des données. Les drogues continuent de traverser les frontières, les aéroports et les ports. Selon le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, l'Afrique de l'Ouest est désormais une zone de forte consommation des drogues. Les explications de Bernard Quinvy. La consommation de drogue gagne du terrain en Afrique subsaharienne. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies publié le lundi dernier a mis en lumière la forte hausse du nombre de consommateurs de drogue. En effet, le rapport de l'ONUDC indique que l'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel sont gravement touchés. Durant les 6 premiers mois de 2023, 863 kg de cocaïne, 36 tonnes de cannabis et 23 tonnes de résine de cannabis ont été saisis dans la sous-région. Le rapport indique également que la jeunesse est particulièrement touchée puisque 10% des 15 à
64 ans ont consommé du cannabis sur le continent en 2021 contre une moyenne de près de 4,5% au niveau mondial. Ce sont en très grande majorité des hommes et 70% d'entre eux ont moins de 35 ans. Selon l'ONUDC, la consommation de drogue augmentera de 45% en 2030 en Afrique de l'Ouest. Rappelons que ces consommations ont des conséquences croissantes sur le plan psychosocial, économique et sanitaire. Selon les chiffres, entre 1 et 2 millions de toxicomanes risquent de développer des troubles physiques et psychiques liés à l'usage de drogue dans la sous-région ouest africaine. Et place à l'actualité internationale. Mauvaise nouvelle pour Laurent Gbagbo. Le recours introduit par l'ancien président de la Côte d'Ivoire pour être candidat aux prochaines élections présidentielles a été rejeté par la commission électorale indépendante. Son nom ne figurera pas sur le fichier électoral. Les explications. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a rejeté le recours introduit par Laurent Gbagbo pour être inscrit sur le fichier électoral. Son parti politique, qui a annoncé cette information ce vendredi, considère cette non-inscription comme une manœuvre politicienne visant à l'écarter de la vie politique. L'ancien président ivoirien a été radié de la liste électorale. La faute à sa condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en 2011. Condamnation qu'il a toujours réfutée. Le rejet de son recours déposé le 8 juin intervient à quelques mois des élections locales prévues le 2 septembre. Et pendant ce temps, en Libye, belle issue pour 86 migrants embarqués vers l'Europe mercredi dernier. Ils ont été sauvés par le navire Océan Viking au large des côtes libyennes. Retour sur les faits avec ce reportage. Alors qu'ils étaient en péril dans leur embarcation de fortune en Méditerranée, ces candidats au départ vers l'Europe ont été secourus mercredi par le navire Océan Viking au large des côtes libyennes. Ce sont au total 86 personnes qui ont été ainsi mises hors de danger par l'ONG SOS Méditerranée. Les migrants, dont 80% étaient des mineurs non accompagnés, avaient subi des brûlures de carburant. Le navire transportant ces infortunés a reçu l'autorisation des autorités italiennes. Il doit jeter l'ancre à Bari au terme d'un voyage de 3 jours. Plus de 80 000 personnes ont atteint l'Europe depuis l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient par la mer, alors que 1208 autres seraient mortes ou portées disparues en essayant de traverser la Méditerranée depuis le début de cette année. Le Royaume-Uni est décidé quant à la mise en œuvre de son projet d'expulsion des migrants illégaux vivant sur le territoire vers le Rwanda. Alors qu'une cour d'appel britannique a eu à déclarer illégal le projet et non sécuriser le Rwanda, le gouvernement britannique n'entend pas abandonner le projet. Des arguments sont évoqués par Suella Braverman, le secrétaire du gouvernement britannique. Les précisions. La justice britannique a déclaré jeudi illégal le projet controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. La Cour d'appel estimant que le pays ne peut être considéré comme une destination sûre. Mais le gouvernement britannique n'entend pas laisser tomber ce projet. Le Rwanda, nous le croyons, est un pays sûr, martèle la ministre de l'Intérieur. Nous avons un partenariat mondial innovant avec le Rwanda. Je me suis rendu au Rwanda très récemment. J'ai vu les dispositions prises. Il existe des garanties solides. Il y a un contrôle indépendant. Le pays a une longue expérience de l'accueil de milliers de migrants et réfugiés. Il y a donc de bonnes raisons de poursuivre cette politique et j'ai toute confiance en elle. Plus de 45 000 migrants ont rejoint le Royaume-Uni en 2022. Pour Suella Braverman, cela représente un coût de plus de 10 millions de livres aux contribuables britanniques. Le système est truqué contre le peuple britannique. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi nous changeons les lois par le biais de notre projet sur l'immigration clandestine. C'est pourquoi nous mettons en place un partenariat novateur avec le Rwanda que nous jugeons légal, avec un pays que nous jugeons sûr. Nous devons donc changer le système, changer nos lois. C'est ainsi que nous arrêterons les bateaux. Le Haut-Commissariat aux réfugiés a salué la décision de la Cour d'appel, répétant ses inquiétudes sur l'externalisation des obligations en matière d'asile. La porte-parole du gouvernement rwandais conteste-t-elle le fait que le Rwanda ne soit pas considéré comme un pays sûr pour les réfugiés et demandeurs d'asile.
Le Royaume-Uni, au cours des 20 dernières années, a eu des échanges avec un certain nombre de gouvernements d'autres pays. Et pour autant, seul le Rwanda a répondu par l'affirmative. Je pense qu'il est très probable, sur la base de cette expérience, que tout pays qui souhaiterait conclure ce type de mémorandum avec le gouvernement britannique, comme l'a fait le Rwanda, serait également un gouvernement dont les procédures d'asile sont faibles, qui se pose des questions sur la sécurité dans le pays, etc. Aucune expulsion n'a encore eu lieu. Un premier vol prévu il y a un an avait été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. En attendant, au Rwanda, les infrastructures construites à la hâte pour accueillir les demandeurs d'asile expulsés d'Europe sont encore inoccupées. Actualité au Soudan, la situation est désastreuse dans un hôpital de la ville de Niala au Darfour du Sud. Plusieurs appareils de soins ainsi que des groupes électrogènes ont été endommagés suite à de récurrentes coupures d'électricité. Un reportage. Au Soudan, l'hôpital de la ville de Niala au Darfour Sud était plongé jeudi dans le noir. Des coupures d'électricité ont endommagé les groupes électrogènes dans ce centre hospitalier ouvert en 2014 et qui continue de faire face à d'énormes difficultés pour tenter d'apporter des soins aux victimes des meurtriers affrontements qui opposent les généraux rivaux Abdel Fattah al-Burhan et Hamdan Daglo. La situation est tragique et désastreuse, explique cette femme. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital turc de Niala, nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'électricité, au moins depuis 2 heures. Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'électricité et les patients ont besoin d'oxygène. Le groupe électrogène ne fonctionne pas. Ils ont appelé les réparateurs. Nous espérons qu'une solution sera trouvée. Les hôpitaux du Darfour font également face à des pénuries de médicaments et au manque de personnel soignant. Pour cette infirmière, les pénuries de carburant pourraient aggraver le cas de certains patients. Nous étions avec certains patients et juste au moment où nous étions sur le point de leur donner de l'oxygène, l'électricité s'est coupée. Lorsque cela se produit, le générateur de l'hôpital doit se mettre en marche, ce qui nous permet de sauver la vie des patients. Nous sommes confrontés à un gros problème avec ce générateur. L'énergie électrique est essentielle pour la vie des patients qui ont besoin d'être opérés et qui se trouvent dans les unités de soins intensifs. Elle est également nécessaire pour le fonctionnement de la morgue. Beaucoup de personnes dépendent de l'électricité et un hôpital sans électricité est inutile. En dépit des difficultés, l'hôpital turco-soudanais de Niala, tout comme l'hôpital universitaire de Zalengue au Darfour central, continue de fonctionner alors que les combats font toujours rage dans cette vaste région du Soudan. Hors du continent africain, l'esclavage est un sujet de débat en Californie au sein d'un groupe d'experts. Ils prônent des indemnisations à l'endroit des Californiens descendants d'esclaves afro-américains pour dommages subis, une première aux États-Unis. L'État de Californie est le premier aux États-Unis à avoir créé une commission sur le sujet des réparations pour compenser les inégalités nées de l'esclavage et perpétuées par le racisme systémique. Après 3 ans de travail, son rapport final publié jeudi recommande le versement d'importantes réparations financières sans suggérer directement un montant au législateur. Il n'y a aucune raison de continuer à prouver ce qui a déjà été prouvé. Nous n'avons aucune raison de dire que nous n'avons pas assez d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Nous nous moquons de savoir que nous n'avons pas d'argent. Nous avons une dette à payer. Elle doit être payée. L'organe propose une méthodologie détaillée pour chiffrer le préjudice vécu par les Afro-Américains de Californie. Lorsque j'écrivais ce rapport, on me demandait souvent pourquoi la Californie et on se dit pourquoi pas. Parce que l'esclavage était étendu à l'ensemble du pays. Il était donc important que nous fassions savoir aux gens que les réparations sont à payer. Que vous soyez dans le Mississippi ou en Californie, il y a des réparations à payer. Le mal a été fait. Et nous devons commencer à réparer le mal et cesser de le rafistoler, comme nous l'avons fait pendant de nombreuses années. Dans la centaine de recommandations figure la présentation d'excuses aux descendants des Noirs réduits en esclavage. L'héritage de cet asservissement et les préjudices subis sont encore présents aujourd'hui. C'est pourquoi ce pays n'est pas sincère. D'abord, ils ont utilisé la race pour nous exclure et maintenant ils refusent d'utiliser la race pour nous inclure.
Expropriation, discrimination au logement, incarcération disproportionnée pour un descendant d'esclaves de 70 ans ayant cumulé toutes les discriminations, ces réparations atteindraient 1,4 million de dollars. Sport pour clore cette édition. Le technicien portugais Paulo Duarte va-t-il continuer à conduire les éperviers du Togo en tant que coach? Guy Akpovi, le président de la Fédération togolaise de football, s'est prononcé sur le sujet. Le point. C'est le 3 mai 2021 que la Fédération togolaise de football l'avait annoncé comme nouveau coach de l'équipe togolaise de football. Paulo Duarte succédait ainsi au technicien français Claude Leroy qui avait démissionné le 12 avril de la même année, poussé à bout par le public sportif togolais pour insuffisance de résultats. Ceci après avoir échoué quant à la qualification des éperviers pour la phase finale de la CAN 2021 censée se tenir au Cameroun. Au mois d'août 2021, Paulo Duarte prenait officiellement la tête de l'équipe togolaise de football pour un contrat de 3 ans. À ce jour, ses performances à la tête de la dite équipe sont diversement appréciées. Le technicien portugais n'a pas réussi à faire qualifier le Togo pour la Coupe du Monde 2022, ni pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Même si Paulo Duarte n'a pas réussi là où Claude Leroy a échoué, le Togo ne compte pas se séparer du technicien portugais. Selon Guy Akpovi, le président de la Fédération togolaise de football, Paulo Duarte a permis à l'équipe togolaise de football de posséder un fond de jeu dont les résultats sont prometteurs. Sous la houlette du Portugais, toujours selon lui, le Togo aura une formidable équipe de foot dans 2 ans. Par ailleurs, il faut rappeler que la tâche ne semble pas si aisée pour le Portugais. Après que son équipe eut concédé une énième défaite face aux étalons du Burkina Faso, en phase des éliminatoires de la CAN 2023 en mars dernier, Paulo Duarte avait déclaré « Franchement, chaque jour qui passe, je sens que je ne comprends rien. C'est un peu bizarre. » Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent début de week-end en compagnie de nos programmes.